40 ans après le geste qu'avait fait devant nous René Dumont, le premier candidat écologiste en 1974, pour nous expliquer que l'eau était une ressource rare et qu'elle le deviendrait, je ne peux pas m'empêcher de lui rendre hommage et je pense que pour lui c'est une victoire, une première victoire posthume que la présentation de ce projet de loi par un gouvernement de gauche dans lequel se trouvent des écologistes, puisqu'en effet, René Dumont et d'autres, pendant des décennies, je pense aux organisations non gouvernementales et à ceux que l'on appelait avec dédain les tiers-mondistes, se sont battus pour une révolution de la politique du développement et pour une réforme profonde. Le projet que vous proposez aujourd'hui devant nous vise à ce que l'on sorte de l'opacité et que l'on sorte de la compassion et de l'hypocrisie vis-à-vis des pays que nous avons gardés pendant très longtemps sous la tutelle coloniale, pour qu'enfin ils trouvent leur détermination et leur prospérité, et que nous passions de la détermination, que nous passions de cette compassion à la solidarité. René Dumont parlait du problème de l'eau. Aujourd'hui, on compte à peu près 2 milliards d'humains qui n'ont pas accès à l'eau potable et qui sont donc victimes de maladies liées à ce phénomène. Des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, principalement dans les pays du Sud, aujourd'hui souffrent de malnutrition, de famine, de paludisme, de tuberculose, du sida. Ce sont finalement ce que l'on appelait les damnés de la terre, ces invisibles auxquels nous devons une autre politique de solidarité. L'un de mes collègues, tout à l'heure, a cité François Mitterrand à la conférence des pays les moins avancés à Cancun en 1981, au cours de laquelle il nous expliquait, il disait que ferons-nous si nous n'agissons pas pour ce milliard d'humains qui est traqué par la famine et par le désespoir. C'était en 1981. Est-ce que depuis cette époque, les choses ont beaucoup changé? Les ajustements économiques du FMI et de la Banque mondiale n'ont fait que contribuer à affaiblir un peu plus ces pays qui étaient déjà soumis à des formes de dictature, et c'est toujours le cas. Heureusement, il y a des organisations non gouvernementales qui travaillent à nous éclairer et à combattre cette politique de compassion et d'hypocrisie. Je pense en particulier à l'ONG Oxfam qui nous apprend, ce n'est pas une révélation pour ceux qui s'intéressent à ce dossier, que 45% des richesses de cette planète sont détenues par 1% de la population. Et que, malgré la crise de 2008, les inégalités se sont encore creusées un petit peu plus entre les pays riches et les pays pauvres et entre ceux qui aujourd'hui détiennent l'essentiel des richesses et cette moitié de l'humanité qui aujourd'hui vit dans des conditions absolument déplorables. L'un de mes collègues a rappelé que la moyenne des pays africains, c'est $1 par jour. Dois-je rappeler ici, parce que c'est une image qui frappe, qu'une vache européenne, avec les subventions que nous lui accordons, vit avec 2,5 € par jour, c'est-à-dire plus que ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont dans les pays africains et qui vivent très mal. Alors, le projet de loi que vous nous proposez vise en effet à répondre à cette inégalité profonde, à cette injustice. Et il vise aussi à remettre sur pied une politique qui est fondée, si j'ai bien compris votre texte, sur 3 éléments. La référence aux droits humains fondamentaux tels qu'ils sont décrits par la Convention européenne des droits de l'homme et surtout par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la cohérence des politiques de développement et la transparence. Je vais peut-être m'attarder quelques minutes sur la transparence, puisque depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis De Gaulle, la politique de coopération de notre pays a été basée sur l'opacité, sur les réseaux, sur ce que le regretté François-Xavier Verschave, qui a été traîné devant les tribunaux par des dictateurs africains qui aujourd'hui sont poursuivis par la justice française pour les biens mal acquis, et quelques autres, avait inventé cette expression de France-Afrique. Le projet de loi que vous nous proposez vise aussi, j'allais dire post-mortem, à rendre hommage au travail de ces hommes comme François-Xavier Verschave. Car en effet, pendant près de 40 ans, nous n'avions aucun droit de regard sur la politique de coopération qui était le domaine réservé de l'Élysée. Et il y avait même d'ailleurs des hommes ou des femmes qui, dans les cabinets noirs de l'Élysée, ne bénéficiant d'aucune légitimité démocratique,
pouvaient décider du sort de ministres lorsqu'ils osaient lever le doigt contre quelques dictateurs et quelques crapules que nous continuons d'ailleurs de soutenir parce que ça ne leur plaisait pas et ça mettait en cause leur position dominante dans le pays. J'espère évidemment que cette loi va contribuer à sortir de la France-Afrique. Pour vous dire le vrai, Monsieur le ministre, je n'en suis pas totalement convaincu, et là-dessus nous avons des avis divergents. Quand je constate l'intervention militaire de la France au Mali, et je pense que ce n'est pas la diplomatie de la canonnière qui permettra de rétablir une autre politique de développement. Quand je vois ce qui se passe en Centrafrique, je ne reproche pas l'intervention de la France. Ce que je lui reproche, c'est d'avoir soutenu et d'avoir laissé pourrir des situations qui aujourd'hui impliquent que nous soyons obligés d'intervenir militairement. Je constate d'ailleurs que pour essayer de régler militairement quelques problèmes très graves qui se passent dans ces territoires de l'Afrique, nous sommes devenus les obligés de régimes que nous devrions poursuivre. Je pense en particulier au régime tchadien de M. Idriss Déby qui n'hésite pas à enfermer ses opposants, à les torturer et quelquefois même à les liquider. Nous avons beaucoup discuté en commission des affaires étrangères sur le contenu de votre texte et en particulier sur le rapport annexe. Et nous pouvons nous féliciter de ce que vous y avez introduit. C'est d'ailleurs votre politique depuis que vous êtes en charge de ce ministère. La question du développement durable qui se décline, non pas sous le terme développement durable qui est un fourre-tout et qui ne veut rien dire, mais qui se décline sur des sujets aussi importants que la souveraineté alimentaire, que l'agriculture vivrière, que l'autosuffisance alimentaire, ce que nous appelons dans notre jargon d'écologiste, l'agriculture paysanne. Et en effet, on voit bien que jusqu'à maintenant, quand on parlait du développement, ce n'était pas dans le contrôle du Parlement, ce n'était pas dans le cadre d'une loi, c'était à chaque fois que nous votions le budget, ou pour nous étonner, ou pour pleurer des larmes de crocodile sur des événements naturels qui apportaient la catastrophe et le chaos dans certains pays, pour pleurer des larmes de crocodile sur les victimes exploitées par les multinationales, y compris les multinationales françaises, dans des pays comme le Bangladesh. Je pense à la catastrophe du Rana Plaza, dont nous allons célébrer malheureusement le triste anniversaire dans les jours qui viennent, ou encore à des émeutes de la faim liées à des spéculations sur les matières premières d'un certain nombre de groupes financiers, de clubs d'investissement et de multinationales. On n'en est pas sorti de cela et c'est la raison pour laquelle, avec nos collègues du Parti socialiste, nous nous battrons, et avec Madame Danielle Leroy, ma collègue présidente de la Commission des affaires européennes, nous nous battrons pour cette fameuse responsabilité sociale et environnementale. Dois-je rappeler que même des sociétés dans lesquelles l'État détient 80% se comportent très mal en termes de responsabilité sociale et environnementale avec des pays qui sont nos anciennes colonies. Je pense, et vous avez très bien répondu, Monsieur le ministre, lors des questions au gouvernement, je pense à la société Areva et à l'exploitation des mines d'uranium dans ce pays, société qui ne veut pas accepter de répondre aux exigences du Niger après la réforme de son code minier de 2006. Ces 70 millions qui sont l'exportation de l'uranium pour le Niger et qui ne lui rapportent que 3 à 4% de son produit intérieur brut. Ce n'est pas normal que l'on soit encore dans ces conditions. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battrons durant la discussion parlementaire pour que cette responsabilité sociale et environnementale soit une réalité et que ce ne soit pas le MEDEF ni Bercy qui nous dirige ici au Parlement sur cette question. C'est la question de la vigilance, c'est la question de la fiscalité. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, leurs filiales et leurs sous-traitants, la preuve en a été portée par le Rana Plaza, profitent très largement de l'exploitation des hommes et des ressources dans les pays africains. Dois-je rappeler par exemple que nos fabricants, y compris français, de produits électriques et électroniques, les renvoient dans des pays du Sud ou dans les pays d'Asie contre toutes les conventions, à commencer par la Convention de Bâle de 1982, où on trouve à Accra, au Ghana, qui fait partie d'ailleurs des pays prioritaires que nous avons cités dans les pays qui doivent être aidés, ou au Nigeria, pays avec lequel nous avons des relations économiques, où se trouvent des décharges sauvages pour effectivement retirer du cuivre et autres métaux, au mépris à la fois de l'environnement et de la santé de ces malheureux que Frantz Fanon appelait les damnés de la terre. Nous, évidemment, Monsieur le ministre, nous voterons
votre projet de loi, même si nous savons qu'il y a encore quelques lacunes. Je pense notamment à la traçabilité des aides que nous apportons. Je pense à la conditionnalité de l'aide, et là je fais référence à un certain nombre de pays dans lesquels la démocratie n'est pas la vertu la mieux partagée et dans lesquels les peuples n'ont pas le droit à l'expression et les minorités sont soumises et traquées. Donc nous sommes en face d'un dossier, et j'en arrête là, Madame la Présidente, car je vois que mon temps est dépassé. Nous sommes là dans un dossier transversal et nous ne pouvons pas délier la question de l'aide au développement des questions économiques. Et moi, je suis très inquiet quand j'entends le ministre des Affaires étrangères défendre la diplomatie économique, car il risque, sous ce slogan, d'effacer le nécessaire rôle de solidarité que nous avons à jouer avec la politique de développement et nous ne pourrons pas mener durablement une politique publique schizophrène. Merci beaucoup.